Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction de TV Fil 78. Et dans l'actualité de ce 21 janvier 2015, le mouvement Debout la France, mené par Nicolas Dupont-Aignan, sera présent dans les Yvelines pour les prochaines élections départementales. Nous en parlerons avec Thomas Garot, responsable dans les Yvelines de la communication de ce parti. 1er janvier 2016, les intercommunalités géantes devraient voir le jour. Plus de 800 000 habitants pour 50 ans en Yvelines. Les élus locaux qui s'opposent à ce projet défendu par la région. L'université de Versailles 50 ans en Yvelines vient de consacrer une conférence à la liberté de la presse et à la caricature, une mise en perspective des tragiques événements de ce début d'année. Pour débuter cette information, de jeunes hommes de 19 et 20 ans originaires de Trappes seraient partis faire le djihad en fin de semaine dernière. C'est une femme qui aurait signalé leur disparition hier soir, selon nos confrères du Parisien. Ils auraient expliqué à leur famille se rendre à l'étranger afin de valider une formation au BAFA. L'un des deux hommes travaillait dans le domaine périscolaire pour la commune de Trappes. Les services de la ville qui confirment cette information. Sans faire pour l'instant plus de commentaires, l'enquête se poursuit. C'est donc aujourd'hui, mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, que Manuel Valls a annoncé une série de mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. 2680 emplois supplémentaires seront créés au cours des 3 prochaines années. Au sujet de la radicalisation en prison, 60 aumôniers supplémentaires devraient être recrutés. Le Premier ministre a aussi annoncé la création de 5 quartiers dédiés au regroupement de personnes détenues radicalisées sur le modèle d'une expérimentation qui se déroule actuellement à la prison de Fresnes. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Cédric Thorez. Il est le responsable syndical UFAP UNSA Justice dans les Yvelines. Il est également surveillant pénitentiaire à Bois d'Arcy. Il était l'invité du journal hier soir. Le problème, c'est incarcérer des détenus, par exemple, ça se passe à Fresnes. Ils sont 20, ils sont une vingtaine, je crois, à Fresnes. Ça se passe bien, mais parce qu'ils sont qu'une vingtaine. Mais demain, vous avez, on parle de centaines, voire de milliers de jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie ou en Irak. On les met où ? Clairement, on les met où ? On va pas pouvoir. Hein. Ou alors, il va falloir créer des établissements. Hein. Mais c'est pareil. Alors là, on va sur le système Guantanamo. Hein. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je sais pas. Ça veut dire qu'on on les enferme et puis on jette la clé. C'est peut-être pas la bonne idée. C'est peut-être se poser la question en amont. Ceux qui sont déjà radicalisés, on s'en occupe. Mais il faut peut-être prévenir. Mais ça, c'est pas le boulot de la prison. C'est le boulot du gouvernement de prendre des bonnes décisions. Et une bonne fois pour toutes, de prendre des décisions. Et il faut recruter des imams aussi. Hein. Il faut recruter des aumôniers musulmans parce que eux sont importants aujourd'hui. Alors, il y a des choses sur lesquelles il faudra mettre des règles, mais il faut qu'ils soient recrutés parce que on a besoin de plus de personnes qui sont tolérants. Et la plupart des musulmans qui sont en prison ne sont pas radicaux. Au contraire, même certains ont certainement dénoncé, mais dans l'effet de masse, de ceux qui voulaient stigmatiser la République en disant c'est votre faute si on est en prison. Ils se sont pas manifestés. Et puis bon, c'est très difficile d'avoir un discours comme ça. À Manille-les-Hameaux, le maire a décidé de rendre hommage à Charlie Hebdo en rebaptisant le journal municipal le temps d'un numéro. Mani Mag deviendra pour le mois de février Charlie Mag. Bertrand Houillon, le maire, qui souligne dans son éditorial son attachement à la laïcité, garantie de la liberté de penser. La liberté de la presse. Hier, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines, une conférence était proposée sur ce thème à tous les étudiants. L'occasion surtout de proposer une perspective historique au débat soulevé par cette attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier dernier. Yolène Thorez y a assisté. La liberté de la presse et les caricatures dans la France républicaine, deux thèmes actuels qui ont rythmé la conférence proposée hier à tous les étudiants de l'UVSQ. Une rencontre à l'initiative de l'Institut d'études culturelles et internationales et du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Tous les étudiants qui étaient ici ont sans doute partagé l'émotion qu'ont partagé tous les Français, mais ils avaient aussi besoin d'un peu de prise de distance, de perspective historique, et finalement de recontextualiser, c'est mon rôle d'historien. Recontextualiser, mais aussi définir ces dessins qui font l'actualité depuis plusieurs semaines. Une caricature est une charge, parce qu'une caricature n'est pas consensuelle, donc une caricature est amenée à choquer, et elle doit imposer finalement son esprit de rire, un rire qui est parfois un peu effroyable, mais le rire quand même, dans la société. La liberté de la caricature, c'est d'une certaine manière la preuve que la liberté d'expression existe en France. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression s'il n'y a pas de liberté de raillerie, de moquerie, et d'échanges finalement autour du rire.
Les étudiants repartent avec des connaissances en plus qui leur permettent peut-être maintenant de répondre à cette question. Peut-on exprimer dans un journal des idées qui n'enfreignent pas la loi et qui permettent de se moquer de tout le monde? Moi, je suis plutôt d'avis de laisser la liberté d'expression et de laisser ces caricatures exister, puisque les gens qui sont choqués ne sont pas obligés de les voir ou de les lire. Ce qu'on a vu, beaucoup sont cachés dans certains journaux. Les caricatures restent un bon moyen d'exprimer nos volontés, enfin notre sentiment. Ce n'est pas le sentiment de tout le monde, forcément les caricatures, comme dit dans la conférence, ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Mais ça reste un moyen d'affirmer son identité. Je ne vois pas comment je pourrais vivre dans un pays où je ne pourrais plus rire de tel sujet parce qu'il y a un risque. Il y a un risque judiciaire, il y a un risque mortel, il y a un risque... Non, je préfère autant crever tout de suite. L'actualité locale, l'avenir des intercommunalités pourrait se jouer demain, jeudi, à l'occasion d'une réunion de la CRCI, la Commission régionale de coopération intercommunale. À l'occasion de cette réunion, les élus yvelinois comptent bien faire voter un amendement pour proposer une toute nouvelle carte. Les détails avec Catherine Zulato. Demain, la Casquine n'aura plus le même visage. Au 1er janvier 2016, les intercommunalités autour du Grand Paris devront compter plus de 200 000 habitants. Le préfet de région a présenté cet été son projet d'une interco à 800 000 habitants, de Versailles-Grand Parc à l'Essonne en passant par Saint-Quentin en Yvelines, une vraie levée de bouclier des élus contre ce projet. Un amendement a d'ailleurs été déposé par le président du Conseil général Pierre Bédier, signé du président de la Casquie Michel Laugier et du président de Versailles-Grand Parc François de Mazières. Un amendement qui propose une nouvelle réorganisation territoriale. L'agglomération saint-quentinoise s'agrandirait en se fusionnant avec la communauté de l'Ouest parisien, qui comprend les villes de Plaisir, les Clés-sous-Bois et Villepreux, et les communes de Maurepas et de Coignères. Versailles-Grand Parc accueillerait de son côté la ville de Vélizy, un premier pas. Ce seraient deux intercommunalités distinctes de plus de 200 000 habitants et qui resteraient dans les frontières départementales des Yvelines. La logique un jour sera, de mon point de vue, que Versailles et Saint-Quentin fassent la même intercommunalité, parce que c'est le même territoire, c'est le même bassin d'activité, de vie, etc. Ça j'y crois profondément. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. De mon point de vue, c'est pas avant 10, 15 ou 20 ans qu'on pourra imaginer d'avoir un grand ensemble. Mais de mon point de vue, l'avenir est là. L'amendement doit être voté demain en CRCI. Pour qu'il soit adopté, il faut que 2/3 des membres le cautionnent. La CRCI Île-de-France comprend 86 membres, dont 17 yvelinois. Parmi ceux-ci, le président du Conseil général, le président de la Casquie ou encore le maire de Manille-les-Hameaux, Bertrand Houillon. Politique, c'est l'heure de l'entretien de ce journal et je reçois aujourd'hui Thomas Garot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en plateau. Vous êtes le délégué départemental à la communication de Debout la France, la formation politique de Nicolas Dupont-Aignan, un parti qui a changé de nom à la fin de l'année dernière. Debout la République, qui devient donc Debout la France. Fin décembre, pourquoi ce changement a eu lieu ? Ce changement a eu lieu parce qu'on est dans une optique de rassemblement et on estime que ce n'est pas forcément la République qui est en danger actuellement, mais c'est plutôt le pays, c'est la France qui, dans le maelstrom européen, est noyé. Et Debout la France nous paraissait un nom plus rassembleur. Plus rassembleur, fédérateur autour de l'identité française ? L'identité française dans ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire son histoire, sa culture. N'y voyez pas le terme identité comme identitaire, bien sûr. Et justement, où se situe la formation politique aujourd'hui ? Entre l'UMP, le Front National, une droite classique, plus dure ? Comment vous le définiriez ? C'est difficile parce qu'actuellement les cartes sont tellement brouillées, le clivage gauche-droite n'a plus vraiment de sens de nos jours quand le Parti Socialiste fait le programme que l'UMP aurait souhaité faire, quand le Front National nous propose le programme économique du Parti communiste des années 60, le clivage gauche-droite n'a plus vraiment de sens. Donc le Parti Debout la France, c'est un parti républicain qui veut défendre un patriotisme serein et qui est dans une idée économiquement, on est sur l'idée de l'État stratège. Mais pas de rapprochement, en tout cas, avec l'UMP ou même avec le Front National. Nicolas Dupont-Aignan a suspendu une des candidates qui, sur les élections départementales, c'était pas dans les Yvelines, mais s'est rapproché du Front National. On est sur une optique ni système ni extrême, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'en sortir avec des gens qui ont mis la France dans cet état pendant les 30 dernières années. Mais on n'est pas non plus obligé de s'enfermer dans ce choix de mort qui est de devoir choisir systématiquement entre le Front National ou le PS et l'UMP, espèce de triangle des Bermudes politiques. On a le droit à d'autres choix, les Français ont le droit à d'autres choix, et en proposant cette voie,
Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, propose le rassemblement. Je voudrais juste vous faire réagir à l'actualité du jour après les attentats de ce début d'année. Nicolas Dupont-Aignan avait appelé à suspendre les accords de Schengen, à rétablir les contrôles fixes aux frontières, à recourir à l'état d'urgence. Ce matin, il y a eu des annonces faites par le Premier ministre, on en a parlé au début du journal. Est-ce que c'est de manière à vous rassurer ce qui a été annoncé ce matin ? Plus de moyens, des aumôniers dans les prisons, plus de moyens, c'est forcément bien. Le fait qu'il y ait moins de suppression de postes de policiers que prévu, c'est une chose, mais il y a toujours des suppressions de postes, malheureusement. Et Nicolas Dupont-Aignan a demandé à ce qu'on mette l'état d'urgence en place pour tout simplement donner plus de moyens à la police, qu'on puisse faire quelque chose qui est utile, c'est-à-dire désarmer les cités, pouvoir faire des perquisitions. Il faut aller plus loin encore ? Oui, nécessairement, il faut aller plus loin. Les petites mesurettes, c'est plus possible. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on puisse faire en sorte que les armes de guerre ne circulent plus sur le territoire. On avait accusé Nicolas Dupont-Aignan de faire du spectacle pendant les Européennes quand il avait fait passer une Kalachnikov par la frontière pour montrer la porosité des frontières. Aujourd'hui, on voit que ce n'était pas du spectacle. On va parler des départementales, c'est pour ça que vous êtes venu nous voir aujourd'hui. On va parler de vous également parce que vous venez de prendre ce poste de chargé de communication dans les Yvelines. Pourquoi votre soutien ? Vous avez 28 ans, pourquoi vous engagez aux côtés de la formation de Nicolas Dupont-Aignan ? Parce que je suis à un âge où je me dis que je prépare mon avenir et je prépare l'avenir de mes enfants. Et par conséquent, c'est important de s'engager en politique. Et si on laisse faire les autres, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc il faut s'engager. Et puis auprès de Dupont-Aignan, parce que je suis d'accord avec toutes ces idées au niveau tant économique que souveraineté nationale, etc. Chaque soir dans ce journal, vous avez la parole à travers notre micro-trottoir. Notre question du jour qui est dédiée forcément à cette séquence du journal. Nous sommes allés vous demander quelle image vous aviez de Nicolas Dupont-Aignan. Vos réponses ? Je peux répondre, non. Pas assez médiatique peut-être. Nicolas Dupont-Aignan, je le connais pas très bien. Plutôt de droite, j'imagine. Alors, j'en pense pas grand-chose, honnêtement. Je pense qu'il est trop isolé. Il me semble qu'il appartient un peu au passé aussi. J'ai déjà entendu le nom, oui, mais je ne le situe pas. Dupont-Aignan, c'est qui? C'est le maire de... Le maire d'où, celui-là? Je ne sais pas, moi. Je ne connais pas. Hein. Un peu comme tous les politiques en ce moment. Je sais pas, je l'écoute, ouais, il est dans 77. Très propre sur lui, très bien, j'adhère à beaucoup de ce qu'il dit. Voilà, je suis très content de M. Dupont-Aignan, mais et là c'est un combat pas tellement sûr de gagner. Il y a un peu de travail encore pour la notoriété. C'est le gros souci, c'est l'affichage médiatique et le fait de se faire connaître, parce que je vous assure que plus les gens apprendront à le connaître, plus ils aimeront ses idées et ils seront d'accord avec lui. Le problème, c'est que pendant la campagne présidentielle de 2012, il a été très peu exposé. Et alors on essaye, ça progresse, on progresse à chaque élection, on fait des meilleurs scores, les gens commencent à le connaître. Mais effectivement, il y a un gros boulot et c'est ce que nos militants vont faire pendant ces élections et les prochaines. Aller sur le terrain, parler aux gens et faire connaître. Ces élections, ce sont celles des départementales. Les prochaines, ce seront ensuite les régionales. On va déjà se concentrer sur l'échéance de mars. Vous serez candidat d'ailleurs. Tout cela sera officialisé demain à Versailles en présence de Nicolas Dupont-Aignan. Quelle stratégie pour votre formation politique? Est-ce qu'il y aura des candidats partout aux départementales dans les Yvelines, dans tous les cantons? Alors on sera présent dans plus de la moitié des cantons. C'est difficile d'être présent partout, notamment pour un parti qui est jeune comme Debout la France. Faut dire aussi que la réforme qui a été faite pour ces élections est faite pour ça. Elle est faite pour faire en sorte qu'il n'y ait que les gros partis qui puissent se présenter partout. Mais on va essayer de se présenter dans un maximum de cantons avec des gens compétents et motivés. L'handicap principal, c'est la formation des binômes. C'est pour ça, cette réforme qui maintenant met en place des binômes qui vont devoir siéger. Il y aura 2 candidats sur chacun des cantons, même 4 avec les suppléants. Ça et le redécoupage des cantons aussi. Alors le fait de faire des binômes en soi, c'est pas très compliqué, d'appliquer la parité. De toute façon, nous, c'est pas un problème vraiment qu'on a à Debout la France. Aux législatives de 2012, on était le seul parti qui avait plus de femmes que d'hommes sur nos listes. On a d'ailleurs été condamnés à cause de ça. Mais sinon, non, c'est le fait de pouvoir présenter partout dans tous les cantons. C'est assez difficile, mais on va essayer d'être présent dans le maximum. Vous serez présent, candidat sur le canton de Montigny-Guyancourt. Oui, je serai candidat ici. Oui. Vous êtes installé à Montigny-le-Bretonneux, canton difficile, détenu pour l'instant par la gauche. On parle d'une éventuelle candidature du président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin pour représenter l'UMP et l'UDI. Quelles sont vos ambitions sur ce scrutin ? Les ambitions, c'est d'aller le plus loin possible. Bien sûr, l'ambition minimum, c'est de passer la barre des 5% pour se faire rembourser la campagne. Mais on vise forcément plus, puis on va travailler pour essayer. On va aller rencontrer les gens sur les marchés, dans les gares, dans les centres commerciaux. On va aller parler aux gens, puis on va essayer de ramener le plus de voix possible. Le choix des cantons, puisque vous ne serez pas présent partout, va se faire comment ? Par rapport aux gens qui sont motivés pour y aller et aux dynamiques locales. Si on a des personnes qui sont motivées dans des cantons, ils se présentent dans leur canton, puis dans certains cantons, on ne peut pas.
Il y a des secteurs particuliers déjà qui sont ciblés, sur lesquels vous pouvez nous dire déjà ce soir, même si les noms ne sont pas encore connus, qu'il y aura une candidature? On sera présent systématiquement au moins dans un canton, dans chaque circonscription législative. Donc au niveau du maillage territorial sur les Yvelines, on sera présent partout. Donc sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines, autour de Bien Versailles sûr, aussi, bien vous sûr. serez forcément représenté. Alors on parlait de cette présence, il faut des axes de campagne également. Vous dites qu'il faut affirmer que les Yvelinoises, les Yvelinois ne sont pas condamnés à être dirigés par des élus condamnés ou corrompus. C'est ça, l'axe de campagne? Lutter contre la L'axe de corruption campagne, aussi. c'est quelque chose qui est vrai dans les Yvelines, mais qui est vrai aussi au niveau national. C'est le fait qu'on ne peut plus continuer avec des élus qui sont corrompus, qui sont condamnés. Il faut moraliser la vie politique et la vie publique. D'ailleurs, en ce sens, Nicolas Dupont-Aignan vient de déposer 3 projets de loi avec 3 autres députés à l'Assemblée nationale qui visent à moraliser la vie publique et qui proposent notamment à ce que les élus qui sont condamnés pour les abus de biens sociaux, détournement d'argent public, etc., ne puissent plus être éligibles du tout. Stop au gaspillage, à la distribution opaque des subventions. Là aussi, vous pensez aujourd'hui, pour se cibler sur le département des Yvelines, que les priorités ne sont pas mises là où elles devraient? Non, effectivement, il faut savoir que dans les Yvelines, sur la période de 2006 à 2013, il y a plus de 8 millions d'euros qui ont été donnés pour des subventions à l'international. On ne pense pas forcément, nous, à Debout la France, que ce soit le rôle du département de faire ça. Alors, subventionner des associations locales, c'est bien. D'ailleurs, le département le fait, en 2014, à hauteur de 77 000 euros. Mais c'est bien peu. On a des petites associations qui auraient besoin de plus ici. Quand on sait qu'un élu dans les Yvelines, ça coûte 50 000 euros par an, on se dit que 77 000 euros aux associations locales, c'est pas beaucoup. L'échelon départemental est véritablement important, nécessaire. Il a été remis en cause. On évoquait la disparition il y a quelques mois encore des conseils généraux. Là maintenant, il y a des élections. Il va falloir mobiliser les électeurs, leur expliquer qu'il faut encore aller voter malgré ces doutes qui planent au-dessus de l'institution. Que représente l'institution départementale? On parlait aussi tout à l'heure, plutôt dans le journal, des intercommunalités qui sont appelées à grossir. Ça fait beaucoup de strates pour s'y retrouver. Oui, c'est le sujet sempiternel qui ressort tout le temps du fameux millefeuille administratif français. Nous, à Debout la France, on a une conception très simple du millefeuille administratif. Si on était au pouvoir et qu'on devait faire une réforme territoriale, on a 3 niveaux qui, pour nous, sont importants. La ville, la commune, le département et l'État. Pour nous, ces grosses régions-là, ingouvernables, qui vont devenir des potentats locaux, ce n'est pas du tout la direction vers laquelle il faut aller. Et on est en total désaccord avec le gouvernement et le Parti socialiste qui proposent de supprimer les départements. Pour nous, le département, c'est un échelon à taille humaine. C'est un échelon qui s'occupe de donner les aides sociales, qui s'occupe de nos personnes âgées en donnant l'APA, qui s'occupe de recruter les auxiliaires de vie scolaire. C'est un échelon à taille humaine. Et pour nous, c'est vraiment au cœur de l'État. Donc il faut plutôt supprimer tout ce qui est région et ne pas aller vers des grosses intercommunalités. Effectivement, pour nous, des intercommunalités peuvent avoir un sens. Dans certains cas, ça doit être traité au cas par cas, mais il ne faut pas chercher... Ça permet de mutualiser aussi des moyens. Voilà, de faire effectivement, des économies, pour les transports, effectivement, c'est très important. Les régions, de la même façon, on n'a pas besoin d'avoir des grosses régions. Peut-être que nos élus départementaux peuvent se réunir et discuter des questions importantes comme les universités, etc. Mais non, pour nous, le département, c'est vraiment au cœur de l'État. Comment va se dérouler cette campagne? Aussi bien votre campagne sur Montigny-Guyancourt que la campagne globalement. Vous allez être très présent, vous voulez impulser la dynamique dès à présent ou ce sera une campagne courte? Ce sera une campagne courte forcément, mais on va travailler en amont quand même. Là, on a commencé une campagne nationale avec des affiches nationales, avec le fameux hashtag Engagez-vous sur nos affiches avec la Marianne, qui vont d'ailleurs commencer à être visibles. On a commencé à coller un peu partout dans les Yvelines, ça va être de plus en plus visible. On va également tracter avec des tracts plus nationaux. Et puis quand la campagne sera lancée, quand on aura bien bouclé toutes nos listes, ce qui devrait arriver dans pas très longtemps, on aura cette fois-ci une nouvelle campagne d'affichage avec des nouvelles affiches et des nouveaux tracts pour nos différents candidats. Les candidats en tout cas qui commenceront à être dévoilés dès demain à Versailles, à l'hôtel de ville en présence de Nicolas Dupont-Aignan. À la salle Montgolfier à Versailles demain, oui. Voilà, merci d'être venu en plateau. Thomas Garot, délégué départemental à la communication de Debout la France. Je rappelle que vous êtes d'ores et déjà, vous, candidat sur Montigny-Guyancourt. Vous résidez d'ailleurs sur Montigny-le-Bretonneux. Les autres noms des candidats à partir de demain, on vous les annoncera dans ce journal bien évidemment. La suite à présent de cette édition du 21 janvier avec les flocons de neige qui étaient attendus dans le département pour ce mercredi, qui ne sont finalement pas tombés. Les services de voirie étaient pourtant mobilisés. Le plan hivernal est lancé depuis le 15 novembre. Il va se poursuivre jusqu'au 15 mars. De quoi s'agit-il plus précisément? Les explications. Pas encore de neige, mais les saleuses sont prêtes. Le plan hivernal est déclenché depuis le 15 novembre, une procédure qui s'appuie sur une veille météo, des patrouilles de terrain pour constater l'état des chaussées et des patrouilles de vérification des traitements. Ici, à la Casquie, on se doit de veiller sur 150 km de voies intercommunales.
Pour répondre aux besoins du service hivernal, nous avons 10 saleuses, 9 qui interviennent, plus une qui est en cas de secours. À la fois un service de jour, donc c'est 3 personnes qui sont mobilisées à la CELAT 50 en Yvelines, plus bien sûr l'entreprise Léniel, donc qui ont justement ce pool de chauffeurs auquel ils font appel, des demandes d'intervention. 20 chauffeurs sont d'astreinte et 5 bénévoles agents de l'agglomération se relaient le soir, le week-end et les jours fériés. Avec des impératifs, en cas de neige, dégager les axes de circulation le matin et le soir aux heures de pointe. 5 lignes de bus dites prioritaires doivent également être rendues circulables le plus rapidement possible. Tout cela a un coût. Le coût, bien sûr, il varie d'une saison à l'autre, puisqu'il est fonction du nombre de sorties. Mais on est sur une base d'astreinte de à peu près 600 000 €. À ça, il faut ajouter les sorties et il faut compter à peu près 15 000 € la sortie en préventif. Depuis le 15 novembre, début de la campagne d'hiver, les équipes ont salé à 4 reprises en prévention, la dernière fois en début de semaine. Le sel utilisé est celui de l'année dernière qui n'avait pas été consommé en raison d'une météo clémente. Pour suivre l'évolution de la météo et des différentes procédures, les particuliers peuvent s'inscrire via un système d'alerte SMS. Et depuis 2 ans, des bacs à sable sont installés sur les routes en pente. Le sable qui pourrait être bien utile aux automobilistes en cas de verglas. Objectif, éviter la déroute de l'hiver 2012. Un portrait pour refermer ce journal. L'écrivaine yvelinoise Émerence Beltis publie son 16e titre, une trilogie appelée Témoignages de village. 3 ouvrages durant lesquels on suit l'évolution de ce département des petits villages à la ville nouvelle, l'agglomération. L'auteur raconte son enfance, ses années lycée ou encore son installation au technocentre Renault à Guyancourt. Yolène Torres et William L. Émerence Beltis habite Jouarre-Pontchartrain depuis 34 ans. Écrivain auto-édité, elle vient de publier une trilogie littéraire intitulée Témoignages de village. 3 ouvrages dont le premier retrace ses souvenirs d'enfance, ses moments à l'école primaire et sa vie partagée entre 2 villages qui lui sont chers. J'ai écrit pour qu'on se souvienne qu'il y avait, des habitants dans ces villages et que, en fait, ma famille en particulier a contribué au lien entre ces 2 villages, puisque mes parents, l'un était d'Elancourt et l'autre d'Ergal. Encouragée par ses proches, Émérance raconte dans son 2e ouvrage ses années lycée. Elle y fait son entrée à l'âge de 10 ans et la seule solution à l'époque, c'est le lycée Mansart de Saint-Cyr-l'École. Encarté dans le rabat de la couverture, l'auteur a créé ce petit livret sur la mode des années 70, dans tous les domaines, notamment celui des vêtements avec les pantalons pattes d'éléphant, mini-jupes ou encore les premiers jeans. Ça, c'était pour ma première boom. C'était le temps des booms. Vient ensuite le dernier livre de la trilogie. Elle y raconte notamment la naissance du technocentre Renault à Guyancourt. Ce sont les années 90. Les salariés doivent quitter les locaux de Rueil-Malmaison et de Boulogne-Billancourt. Il y a eu un grand mouvement social parmi les ingénieurs et techniciens de Renault, pour diverses raisons. Mais il y avait une raison qui était quand même importante, c'était l'angoisse de ces transferts. Un témoignage pour ne pas oublier, garder la mémoire et transmettre aux jeunes, voilà comment Émérance Beltis décrit cette trilogie. Une 30aine d'exemplaires sont édités, à se procurer directement auprès d'elle. Le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines a décidé de les acquérir pour son fonds documentaire. De quoi donner de belles perspectives à cet auteur qui ne manque pas de projets futurs. Fin de ce journal, je vous retrouve demain jeudi pour un nouveau point complet sur l'actualité locale. Tout de suite sur TV Fil 78, le nouveau numéro de Kiosque, le magazine de la culture présenté par Catherine Zulato. Bonne soirée.